à nouveau pour un épisode des Conversations Kwibuka sur le sujet des identités. Avec Gaël Faye. Bonjour Gaël. Bonjour. Auteur-compositeur franco-rwandais que l'on connaît pour Petit Pays et qui sort bientôt à la rentrée littéraire 2024, le roman Jacaranda. Nous allons parler d'identité depuis nos positions de franco-rwandais. Nous allons tenter de revenir sur le cheminement sinueux vers une appropriation saine de nos identités au-delà de la déchirure politique de l'histoire, de l'appartenance au monde blanc et au monde noir, et à travers aussi la déchirure de notre histoire, celle du génocide perpétré contre les Tutsis. De très nombreux jeunes à travers le monde, dans les diasporas, cherchent des moyens de traverser ces questions. On espère modestement pouvoir les y accompagner à travers nos propres histoires. J'aimerais aujourd'hui revenir sur ces questions qui nous ont tant été posées. Je pense à toi comme à moi. La première étant d'où viens-tu ? Comment est-ce qu'on répond à cette question d'où viens-tu et dans quel contexte elle advient ? C'est la grande question, dans quel contexte advient cette question ? J'ai tendance à dire que ça dépend toujours du moment où on nous pose cette question, de la personne qui nous pose cette question, de la façon dont on pose cette question. Donc d'une question qui peut être on va dire une question bienveillante, qui peut être une question sans arrière-pensée. On peut aussi avoir un pendant qui est l'exact opposé, qui est une question qui assigne. En gros, on est là, on discute, on est ensemble, et d'un coup, je te demande d'où tu viens. C'est-à-dire que moi, je suis d'ici, sous-entendu, je suis d'ici, mais toi, tu n'es pas d'ici. Je le vois, par exemple, à ta carnation, à ta couleur de peau. Donc, c'est des... Voilà, ou par exemple, à cause de ton patronyme, je demande, mais il me paraît étranger, exotique. Donc ça, voilà, il y a toujours, pour moi, un petit peu une enquête à faire sur la question dans la façon dont elle est posée. Elle peut être posée, par exemple, quand c'est on va dire, ce sont des gens qui ont des doubles cultures, qui me posent cette question. Je comprends tout de suite que c'est simplement on sait qu'on a grandi dans un monde où vivre avec plusieurs cultures, c'était quelque chose de normal. Et donc, je le vois plutôt comme une question ouverte qui apporte, enfin qui ne contient aucune arrière-pensée, mais dans des contextes que je peux appeler monoculture. Et je pourrais plus parler encore du contexte franco-français que je connais le mieux. C'est à chaque fois qu'on me pose cette question et que je suis entouré de gens blancs et qui me posent cette question, si elle vient trop rapidement dans la conversation, que je ne connais pas la personne, je prends ça comme une façon je prends ça comme... En fait, je vais utiliser un mot qui va peut-être te parler, mais je prends ça comme un contrôle d'identité. Voilà. Je me dis, pourquoi ? Pourquoi si tôt, de cette façon-là, parfois même sans logique dans la conversation. Ça arrive comme ça. Et c'est comme si c'était pour rassurer. Parce que j'ai aussi appris, parce que je suis arrivé en France, j'avais 13 ans. Et donc, j'ai grandi au Burundi. Et donc, quand j'étais au Burundi, j'étais blanc, Muzungu, voilà. Donc, j'avais jamais cette question-là, d'où viens-tu ? En fait, les gens se disaient simplement, t'es blanc, c'est tout. Ça allait pas plus loin. Et en France, ce que j'ai remarqué dans cette question, c'était, il y a des origines qui sont moins problématiques que d'autres. Donc, de quelle origine es-tu ? D'où viens-tu ? C'était t'es antillais ? En fait, ça va mieux que si t'es arabe. T'es africain, ça va peut-être mieux que si t'es arabe. Ce que j'ai ressenti, moi je te dis comme je l'ai ressenti, c'était aussi une façon de rassurer l'interlocuteur, de dire peut-être que si je dis que j'ai cette origine-là, ça va causer moins de problèmes,
on va pouvoir engager une conversation plus facilement parce que je pourrais taper sur une autre communauté. Voilà, donc il y a toujours comme ça pour moi une ambiguïté problématique dans la manière de poser cette question trop rapidement. Et je vais terminer juste par une anecdote parce que je pense que parfois ça parle plus que de la théorie comme ça. J'avais une amie qui a été adoptée, qui connaissait pas ses parents, mais qui avait, voilà, selon des critères, un faciès maghrébin. Et donc à chaque fois on lui demandait « Et tu viens d'où? C'est quoi tes origines ?» Sauf qu'elle ne connaissait pas ses origines. Et donc pour elle, à chaque fois, c'était vraiment une blessure. Comme ça, en soirée, de façon complètement détendue. « Tu viens d'où ?» En plus, elle avait un prénom français, Cato. Donc quand elle, avec son prénom et son faciès, on lui disait « Mais non, c'est pas vrai. Tu peux pas t'appeler comme ça. » Et donc, elle finissait par dire « J'ai été adoptée. » Et à chaque fois, moi, ça me brisait le cœur. Et c'est là que j'ai senti que c'est pas une question anodine, en fait, qu'on peut pas poser si facilement. On sait jamais, on connaît pas, enfin, l'histoire des gens. Donc voilà, il y a un contexte, il y a une manière de poser cette question, il y a un environnement. Il faut déjà se sentir voilà, dans un environnement où on sent que la différence est acceptée. Et j'ai tendance à dire, s'il faut donner des conseils, mais de ne pas hésiter à être dans la provocation, quoi. Parce que quand quelqu'un dit d'où tu viens, il peut dire je suis français. Voilà. Non, d'accord, t'es français, mais d'où tu viens? Je suis français. Stop. Voilà. Si on n'est pas obligé, en fait, de décliner son identité, selon moi. Je me retrouve complètement là-dedans. Quand on parle d'où viens-tu, ça peut renvoyer à l'absence. Ouais. Pour mon cas, c'était ça, hein, parce que j'ai perdu ma mère quand j'étais petite. Donc, quand on me disait d'où viens-tu? Et juste après, oui, mais la question est quand même géniale. Oui, mais avant. Donc, avant que je sois née, je viens d'où? Ok. Ça me renvoyait à ma mère. Et donc, je ne voulais pas répondre parce que ça me rendait triste. Et donc, j'ai essayé cette chose-là de répondre avec provocation. Donc, je répondais par ma ville de naissance. Je disais, je suis née à Lille. Ouais. Et on ne l'invente pas. On me répondait très souvent, oui, mais quelle île? D'accord. Et donc, très souvent, quand on nous pose cette question et qu'on se retrouve parfois poussé à décliner, en fait, nos origines et à dire... Je suis franco-rwandaise, je suis franco-rwandais, vient la question suivante, Hutu ou Tutsi? Et qui est posée encore de nos jours, en dehors du Rwanda, en contexte diasporique, aux jeunes. Alors, que faire de cette question? Elle n'est pas évidente, cette question, parce que moi, par exemple, j'ai des amis camerounais, ils n'ont pas de mal à parler des ethnies au Cameroun en disant t'es de quelle ethnie, voilà. Et donc c'est vrai qu'il y a des contextes dans certains pays africains où la question de l'ethnie, même si voilà, alors là on rentre dans les ethnies n'existent pas au Rwanda à proprement parler comme elles existent dans d'autres pays africains. Donc déjà là il y a une très grande différence, mais ça aussi il faut l'expliquer. Pour un Rwandais, moi en tout cas, je le vis comme une agression. Voilà. Parce que ça me renvoie à la barrière. Ça me renvoie, encore une fois, à la carte d'identité. Je reviens à ça, mais c'est vraiment... quand elle est posée frontalement, sans que ce soit dans le cadre d'une discussion au long cours, elle est violente, cette question. Elle est très violente et je pense que tous les Rwandais le ressentent comme ça. La réponse à cette question... Je réponds pas à cette question. Donc je réponds pas, je dis simplement qu'il n'y a qu'une ethnie au Rwanda, c'est l'ethnie rwandaise. On est rwandais, voilà. Voilà, ça dépend beaucoup des contextes parce que il y a la personne qui va poser cette question pour nous situer dans la conversation et savoir si par exemple on peut avoir des propos négationnistes ou pas. Si on peut se comporter d'une certaine façon. Il y a des gens qui vont poser la question par pure ignorance. Alors,
ce qui est assez fou, c'est que l'ignorance, elle est aussi chez des gens très cultivés. Donc moi, j'évolue dans des milieux de gens de culture, en France par exemple, et des écrivains, des philosophes, des journalistes peuvent me poser cette question frontalement, de but en blanc, comme ça, se permettre ça. Donc voilà, ça c'est à mon avis, il y a l'ignorance. Et puis, moi, j'ai appris, en fait, à être pédagogue. Alors, ça fatigue beaucoup. Avec les années, ça fatigue beaucoup, parce qu'il y a des livres qui sortent, parce qu'on répète 100 fois les mêmes choses. Mais c'est de dire, voilà, Hutu et Tutsi n'ont aucune réalité dans la société rwandaise, sont des fabrications coloniales, etc. Donc, voilà. Après, c'est aussi d'un point de vue, si on part du Rwanda, moi j'ai 2 petites filles et il était hors de question pour moi de leur parler de Hutu et de Tutsi quand elles étaient petites. Et puis un jour, l'aînée est rentrée de l'école, donc elle était à l'école ici à Kigali, et c'était le début des commémorations. Et donc, on parlait à l'école du génocide des Tutsis. Et donc, elle est rentrée avec cette question, c'est quoi les Tutsis ? Et donc là, dans une société post-ethnique, une société qui a aboli ces fabrications identitaires, où on dit aux enfants, vous êtes tous rwandais, et bien d'un coup, il y a quand même, pendant 3 mois, cette question qui va se poser et auquel il faut quand même répondre. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'étais pas prêt à répondre à cette question, et je saurais pas dire, je me souviens pas vraiment ce que j'ai répondu, mais j'affine au fur et à mesure. Et je dis qu'on vient de cette histoire, mais qu'on n'est pas prisonnier de cette histoire. Voilà. Oui, c'est une question qui est assez dérangeante souvent quand on nous la pose. Mon expérience, ça a souvent été de la violence dans le sud de la France, au racisme très décomplexé. Je me rappelle que moi, le propos qui venait après cette question, c'était ah oui, mais toi, ta famille a fait quoi ? Elle a tué ou elle a été tuée ? Vraiment, comme ça. Et donc, ça dépend du contexte. Déjà, il n'y a pas le entretué. Il n'y a pas l'entretué, voilà. C'est une étape supérieure. Ouais. Mais vraiment, cette question de la pédagogie, elle est importante. Mais en étant pédagogue, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on doit aussi demander aux gens de se réveiller. Notamment dans ces milieux, comme tu dis, de personnes qui sont censées pouvoir faire des recherches par elles-mêmes, lire, se cultiver. Moi, je ne peux plus concevoir que, voilà, on dise encore aujourd'hui, il y a des Hutus, il y a les Tutsis. Les Hutus sont les vrais habitants du Rwanda, les Tutsis des étrangers envahisseurs. Ça, c'est plus possible. Mais malheureusement, quand on lit la presse, quand on suit certains médias, cet imaginaire-là, il revient constamment. Donc, je suis vraiment d'accord sur la pédagogie, mais aussi à un moment, voilà, demander à ce qu'il y ait ce point final mis sur la racialisation des nôtres, parce que les Rwandais sont un seul et même peuple. Mais pour les enfants, c'est vrai que c'est complexe. Comment trouver les bons mots pour à la fois expliquer l'histoire et à la fois dire que c'est maintenant l'heure du dépassement. Oui, et puis là, on part depuis un contexte rwandais. Moi, j'ai grandi au Burundi, où la réalité est autre, où il y a encore des quotas liés à ce qu'on appelle les ethnies, même si c'est un abus de langage. Donc, Hutu, Tutsi, des répartitions. Donc, je viens aussi ayant vécu dans les 2 pays, je me rends compte aussi qu'il y a des réalités très différentes. Ça demande une forme de finesse, en fait. Et je trouve qu'il y a trop de violence dans les propos, dans la façon dont on utilise les termes sans les connaître, sans les comprendre. Et je pense que la réalité rwandaise est très différente de la réalité burundaise et de la réalité congolaise. Et on a tous du mal, en fait, à discuter de tout ça. Et malheureusement, ce sont des identités meurtrières.
véritablement, parce qu'elles n'ont pas, à aucun moment en fait, ces identités ont été créées pour former, pour faire société. Ça a toujours été utilisé politiquement. Donc, moi, je pense qu'on devrait les dépasser. Comme on sait que c'est une construction coloniale et que ce que ça représentait dans le Rwanda traditionnel n'a plus lieu d'être dans notre réalité d'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça doit être utilisé comme un objet d'histoire pour le raconter aux enfants de cette façon-là et leur dire que malheureusement l'histoire perdure dans notre monde à travers le fameux mythe amitique dont tu parles. J'invite tout le monde à se renseigner là-dessus, mais voilà, quand on parle des Tutsis qui viennent d'ailleurs, du peuple autochtone qui était Hutu, tout ça, énormément de scientifiques ont démontré que voilà, c'est vraiment c'est des constructions absolument racistes, héritées du 19e siècle. Mais malheureusement, ça a encore un ancrage dans les réalités d'aujourd'hui. Et donc, comprendre l'histoire, c'est aussi ça, c'est apprendre l'histoire, c'est aussi pouvoir lire l'actualité, le réel, les vies dans lesquelles on est. Donc, il n'y a pas de... On tâtonne, en fait. On fait que tâtonner tout le temps. Mais la seule réalité, c'est qu'on est rwandais. Voilà. Enfin, pour moi, c'est tout. C'est qu'on est rwandais et que ceux qui, voilà, à travers la presse, etc., qui ramènent toujours tout aux ethnies, c'est qu'ils n'ont pas compris le travail qu'a fait ce pays. Ouais. Exactement. Donc, on est rwandais, on est aussi français. Comment est-ce qu'on aborde l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis avec cette double identité ? Alors, pour moi, ça a été un questionnement qui s'est fait dans la violence parce que donc en 95, je me trouve à Bujumbura, dans des quartiers où il y a des gangs, des barrières tenues par des jeunes Tutsis qui terrorisent et tuent des Hutus. Et j'apprends au même moment que la famille de ma mère au Rwanda, Tutsi, a été tuée par un pouvoir Hutu extrémiste et que ce pouvoir Hutu extrémiste a eu un appui militaire, financier, de la part de la France et des autorités françaises, de l'armée française. Et donc, j'ai dans mon quartier donc ces jeunes Tutsis qui me traitent de sale français par rapport à ce que la France a fait au Rwanda. Et je sais que la famille de ma mère a été tuée parce que Tutsi, par des extrémistes Hutus. Et donc c'est un trouble terrible en moi. C'est comme si, d'un coup, il y avait impossibilité de faire en sorte que ce métissage, cette double identité, puisse cohabiter sereinement. C'est impossible. En fait, je suis l'ennemi de mes deux côtés. Donc ça, pour moi, c'est comme ça que mon métissage franco-rwandais est arrivé. Et après, c'est la question de se dire, mais je comprends pas. En fait, être français et rwandais, normalement, rien dans l'histoire aurait dû faire que ces deux identités se rentrent en collusion. Dire, si j'avais été belgo-rwandais à la limite, les Belges ont colonisé le Rwanda. Donc là, il y aurait peut-être une logique. Mais là, qu'est-ce que les Français viennent faire dans cette histoire ? Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur les raisons d'être de la France au Rwanda. Et donc là, j'étais adolescent
Et j'allais de découverte en découverte et surtout de dégoût en dégoût sur des politiques terribles qu'a mené la France dans ces années-là au Rwanda et un déni et un silence terrible en France parce que ça correspond aussi au moment où j'arrive en France. Et donc j'ai grandi en fait avec une colère. À l'adolescence, j'étais en colère. J'étais en colère. Je me sentais comme un jeune Africain en colère. Parce que pour moi, il n'y avait que du mensonge, il n'y avait que de la violence, il n'y avait que de l'hypocrisie. Et puis, je voyais que les gens qui avaient arrêté le génocide, qui tentaient de remettre sur pied un pays, parce que je revenais chaque année au Rwanda voir la famille, donc ma famille rwandaise qui était exilée pendant 30 ans au Burundi, qui était revenue au Rwanda. Je voyais que les gens faisaient des efforts pour reconstruire ce pays. Et bien, ces gens-là, c'était eux qu'on condamnait, c'était eux qu'on disait responsables de cette situation. Enfin voilà, pour moi, ça a vraiment été une colère qui a duré longtemps et j'ai pu m'apaiser par le travail militant, associatif, artistique, ouais. Et me dire aussi que c'est pas une question de français, en fait, c'est une question de pouvoir français, d'hommes politiques français. Et heureusement, j'ai rencontré aussi beaucoup de Français qui étaient dégoûtés par ces politiques-là et par ces mensonges-là. Donc voilà, moi, mon métissage, j'ai toujours ressenti un métissage politique. C'est ça qui est... Je pense qu'il y a des gens qui ont un métissage où, quand ils pensent à leur métissage, ils peuvent penser, je sais pas, à la nourriture en premier lieu, ou à des paysages, ou à des, je sais pas, ou à des chansons. Moi, tout de suite, je pense à une espèce de confrontation politique. Voilà. Et donc ça met du temps aussi d'apprivoiser. Enfin, pour moi, en tant que franco-rwandais, j'ai mis du temps pour apprivoiser le fait que j'étais pleinement français et rwandais, et que je pouvais faire cohabiter ces deux identités de façon harmonieuse. Ouais. Ça, je comprends. La colère, c'est aussi ce qui m'a traversée quand j'ai commencé à apprendre sur l'histoire du génocide contre les Tutsis, et notamment en 2014, je ne sais pas si tu te souviens, cette fameuse année où la France devait venir commémorer, mais qu'il y a eu une rétractation de dernier moment. Et aussi l'année où, dans un discours de politique générale, le Premier ministre socialiste à l'époque avait dit que la France avait toujours, je crois, sauvé son honneur en tentant de séparer les belligérants. Et moi, j'avais cette colère-là de me dire, non seulement la moitié de ma famille a été broyée par le génocide, mais en plus de ça, être dans un contexte où, continuellement, tous les ans, il y avait ce négationnisme d'État qui commence à vraiment se résorber. Mais grandir dans ce contexte-là, et je pense aussi à nos jeunes rwando-belges, actuellement, ça ne doit pas être facile du tout. Ouais. Parce que le sentiment anti-Tutsi est en train de reprendre du poil de la bête, parce que les familles des génocidaires, les génocidaires, encore actifs politiquement, ne se cachent pas, ont leurs associations, ont leurs plateformes d'expression, et ils doivent réussir à être belgeo-rwandais dans ces conditions-là. Donc c'est vrai que cette colère-là, je pense qu'on est très nombreux à l'avoir vécue, et qu'agir, ça aide. Oui. Là, je te rejoins totalement. Ouais. Prendre du pouvoir sur l'histoire, lire, se renseigner, écrire pour soi, pour les autres, produire quelque chose, ça permet de continuer le chemin. Ouais. Et puis tu sais, moi, je suis venu la première fois au Rwanda en juillet 94, quand ma famille est revenue, après 30 ans d'exil au Burundi. Et je peux te dire que dans les premières années où on venait au Rwanda, moi, j'avais pas encore la double nationalité. Donc, je venais avec mon passeport français. Et bien, on était vraiment, en tant que Français, on nous insultait. Et c'était très dur aussi parce que tu es métisse, ta mère est rwandaise, et tu le prends vraiment comme une injustice, en fait. Dire, mais j'ai rien à voir avec ça. Très jeune. Et là où je vois que la politique
elle est vraiment... elle a une influence très importante et très forte. C'est qu'aujourd'hui, au Rwanda, je peux dire que n'importe qui peut venir dire je suis français, jamais il ne va recevoir d'insultes. Parce qu'il y a eu un travail qui a été fait, voilà, même si moi je l'estime encore pas abouti, mais en tout cas il y a un premier pas, et il y a aucun sentiment anti-français, ce qui existait quand même avant, hein. Dans les années 90, il existait, il n'y a plus du tout de sentiment anti-français. Ça, c'est aussi pour dire voilà, à des politiques que reconnaître aussi ses torts, c'est une manière d'apaiser les sociétés et de permettre à des enfants aussi de grandir de façon apaisée avec leurs identités. Et donc, voilà, heureusement, le temps a permis ça, et je l'ai vu, mais j'imagine, voilà, toutes les situations qui existent encore de par le monde, des métissages, où il y a des questions politiques qui n'ont pas été réglées, et comme les mensonges persistent, eh bien, il y a des individus, des citoyens, eh bien, qui vivent ces accusations dans leur chair, non pas de leur faute. Voilà, et donc, pour moi, c'est aussi ça, de se battre, de militer, etc. C'est de permettre aussi à des gens, un jour, d'arriver dans un pays et de se sentir accueillis, parce qu'il y a un travail politique qui a été fait. Voilà. Et il a été fait ici au Rwanda. J'espère qu'il sera fait voilà, dans d'autres territoires où la France doit avancer sur un certain nombre de vérités. Voilà. Ça me fait penser aussi à une jeune fille qui m'avait écrit sur Instagram il y a quelque temps. Elle m'avait dit la chose terrible suivante. Je l'ai encore... j'ai un petit nœud dans la gorge quand j'y pense. Elle m'avait écrit « Je suis Tutsi congolaise et aujourd'hui, je ne sais plus qui je suis. » Complètement. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des pays qui utilisent encore ces identifications ethniques, qui n'ont pas fait ce travail de déconstruction des racialisations apportées par la colonisation. Et il y a des personnes encore dans le monde aujourd'hui qui vivent cette déchirure identitaire profonde, qui jusqu'au point de ne plus savoir qui ils sont. Et ça montre que voilà, il y a un combat à mener qui se situe dans la grande histoire du racisme, avec un grand H. Complètement. Et je trouve qu'on remarque que quand on travaille pour que les personnes connaissent l'histoire du génocide contre les Tutsis sur le bout des doigts, mais que dans le même temps on oublie de la resituer dans la grande histoire du racisme, c'est dangereux, parce qu'en fait, les peu d'avancées qu'on peut avoir, ça peut être effacé du jour au lendemain. Donc c'est aussi une réflexion qu'il faudrait porter largement en France, en Belgique, au Congo, comme on le fait au Rwanda. Voilà, dans quoi s'est inscrite cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous coûte, et comment faire pour la dépasser, mais sur le long terme. Oui, et on la dépassera pas si on comprend pas d'où vient le mal, à quel moment tout ça a été créé, dans quel but, et de se dire que de toute façon notre culture, la culture avec un grand C, est pétrie de racisme. Le racisme se cache partout, tout comme de sexisme, et donc c'est un effort de tous les jours. On peut, et c'est pas une question morale en fait, c'est vraiment c'est une vraie, c'est pas bien ou pas bien, c'est dans le sens où on est des êtres de culture, de croyances, et il faut les interroger, et sinon on reproduit en permanence on reproduit des manières de faire qui feront qu'on retombera dans les travers de la violence, de l'incompréhension. Et donc oui, ce qui s'est passé au Rwanda, c'est d'abord une histoire européenne. En vrai, c'est pas, ça a été repris et ça a été intériorisé par les Rwandais. Mais c'est une histoire de l'Europe. C'est l'histoire du racisme en Europe, et
voilà, noir et blanc d'ailleurs, ça n'existait pas. Enfin, voilà, c'est aussi important de dire ça parce que toujours on grandit et puis on se dit les couleurs de peau, ça a toujours eu une importance. Mais non, mais pendant des siècles, pour l'humanité, ça n'avait pas d'importance, la couleur de peau. Voilà. Et donc tout ça, c'est des choses qui ont été théorisées et qui maintenant imprègnent toute la culture, que ce soit les films, la musique, la moindre conversation, les blagues. Donc tout ça, ça me met mis bout à bout, c'est beaucoup de travail. Énormément de travail. Ouais. Des livres et des films à venir, ouais. Certainement. Sur un ton un petit peu plus léger, qu'est-ce que ça t'évoque quand tu entends dans la rue Muzungu? Ça m'évoque, moi c'est mes souvenirs d'enfance. Je me suis toujours senti Muzungu. Alors pas blanc parce que c'est vrai que on parlait de métis. Si c'est un terme, on n'a pas encore vraiment défini ce que c'est que le métis. Mais voilà, métis. Dans mon esprit, c'était café au lait, parce que c'est ça. Moi, je me souviens que il y avait comme deux mots au Burundi. C'est soit on disait t'es métis, soit t'es café au lait. Donc j'avais conscience que c'était une histoire de couleur. Et puis quand on est petit et puis qu'on regarde sa peau et qu'on se dit j'ai pas la même peau que mon père et j'ai pas la même peau que ma mère. Donc on est trois dans la même pièce et personne n'a la même peau. Donc chacun à sa réalité. Et en fait, quand on me disait Muzungu, c'était le seul moment où j'étais au même niveau que mon père. C'est-à-dire, on appelait mon père Muzungu et on m'appelait moi Muzungu. Donc je pense qu'en tant qu'enfant, presque, ça me rassurait d'appartenir au même clan qu'un de mes parents. Voilà. Ma mère était exclue, mais sauf que ma mère, elle avait la langue que nous, on n'avait pas. Le Kinyarwanda ou le Kirundi. Et donc, pendant longtemps, moi, je l'ai pas mal vécu d'être appelé Muzungu, et je trouvais ça drôle. En plus, Muzungu, ça a jamais été pour moi comme une insulte ou comme quelque chose qui me déprécie. C'était au contraire, je voyais ces enfants courir après la voiture quand on allait à l'intérieur du pays, comme on disait. Et c'était comme si ils voyaient, j'avais l'impression que j'étais une vedette, quoi. Ils me voyaient une vedette. Et après, oui, arrivé en France et que d'un coup, dans le collège où j'étais à Versailles, on parle de moi en disant il y a un black qui est arrivé, il y a un noir, le noir de la classe. Et là, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais comment ça se fait que d'un coup je suis noir et donc je me suis construit comme ça à l'adolescence, presque en m'appropriant ce terme avec lequel on me définissait. J'étais noir dans la société française. Ce qui m'a posé un problème terrible quand je revenais en vacances au Rwanda et au Burundi, c'est que d'un coup je voulais plus qu'on m'appelle Muzungu. Alors là, pour moi, c'était une insulte. J'étais noir. Et donc, voilà, ça m'a mis dans des situations émotionnelles, de justification, de débat qui ont été très compliquées et que j'ai réussi à soigner grâce à Frantz Fanon et à la conclusion de Peau noire, masque blanc, où en fait, il appelle à l'humanité, il dit il y a pas plus de blanc que de noir, tout ça, ce sont des constructions. Et donc ça a permis de m'asseoir. Enfin, franchement, j'invite tout le monde à lire cette conclusion, parce que Peau noire, masque blanc, comme c'est une thèse de doctorat de psychiatrie. Parfois, il y a des côtés très théoriques, mais je trouve que la conclusion, elle est très poétique, politique et limpide. Et en tout cas, pour moi, elle a répondu à des questionnements très profonds identitaires. Voilà. Ouais. Oui, Peau noire, masque blanc existe d'ailleurs en audiobook. C'est plus facile à écouter c'est Muzungu. Moi, je l'ai pris d'une manière assez joyeuse.
Bon, en France, j'ai été racialisée comme noire, sans nuance, pas métisse. Parce que là où j'ai grandi, c'était presque la règle de la one drop rule. Si tu es un petit peu noir, si tu es même si ta grand-mère est noire, tu es noir totalement. En tout cas, tu ne fais pas partie de la communauté nationale. Et en venant ici, j'ai cru comprendre que c'était vraiment littéral. Muzungu, c'était vraiment par rapport à ma couleur de peau et non pas par rapport à le fait d'être rejetée de la communauté, pas du tout. Même récemment, quand je me suis présentée en donnant mon nom rwandais, Mwiza, et quelqu'un m'a dit « Oh, c'est mignon, tu as pris le nom Mwiza », comme pour dire « Bon, la blanche là, elle a pris un nom rwandais. » Et après, je dis « Non, c'est le nom de ma mère. » Et là « Oh, ah !» Ouais. Ah d'accord. Ouais. Donc c'est vraiment par rapport à ma carnation littérale que je suis souvent appelée Muzungu. Et je retrouve aussi cette chose-là c'est valorisant et pas dévalorisant. Mais alors c'est une valorisation qui moi me dérange un petit peu parce que c'est la continuation des privilèges blancs. En contexte africain, par exemple, si je vais dans un bar avec mes amis qui eux ne sont pas métis. Bon, dans certains bars, le serveur va me voir et va venir nous servir d'abord. Oui. Ça, c'est problématique. Oui. C'est toute la question du racisme intériorisé. Oui. Mais à aucun moment, pour moi, Muzungu, c'est quelque chose de mauvais au même titre que le racisme anti-noir. Et ça, je trouve ça intéressant de l'aborder parce qu'il y a des personnes souvent qui mélangent un peu tout. Oui. Et qui trouvent que c'est très grave de se faire appeler Muzungu. Et c'est là où moi j'aime à relativiser. Bon, c'est pas génial, parce que c'est encore une histoire de racialiser les personnes. Mais ici, quand même, ça a une connotation très, très légère. Oui, ça... Je pense que... Alors, je dirais qu'il y a des contextes, encore une fois, très différents. Moi, j'ai grandi avec un père français dans un milieu européen, à Bujumbura. Donc, pour moi, il y avait quelque chose, comme je disais, où d'un coup, c'est comme si on me confortait dans l'idée que, de toute façon, tu appartiens à ce monde-là, citadin de Bujumbura. J'étais à l'école française, donc il y avait des Burundais, des Rwandais, des Zaïrois et beaucoup de nationalités. Mais je sais que, par exemple, j'avais souvent un trouble quand on était à l'intérieur du pays et que je tombais sur un enfant métis parce que voilà, il suffisait qu'il y ait eu un prêtre blanc qui ait eu un enfant avec une femme burundaise ou rwandaise. Voilà. Et donc ces métis-là qui grandissaient au village ou dans des situations où ils étaient seuls, en fait, c'était les seuls métis entourés de noirs. En fait, souvent, ce que je ressentais, c'était que pour eux, c'était difficile à vivre. Et je pense à l'association d'Antoinette Penning, Métis du Monde, où il y a beaucoup de témoignages de métis ici au Rwanda qui vivent dans des zones rurales, qui souvent n'ont pas leurs parents blancs avec eux, qui ont grandi avec leur mère rwandaise, et qui, quand on écoute leurs témoignages, souvent c'est des histoires de vie beaucoup très différentes de ce que moi j'ai pu vivre, c'est-à-dire de l'exclusion d'une certaine façon, parce que les enfants aussi sont cruels, parce que d'un coup... et il y a aussi bien sûr toute l'histoire que raconte Beata Umubiye-Imérès dans son roman Consolé, tous ces enfants métis qui ont été déportés durant la colonisation, que ce soit au Congo, au Burundi et au Rwanda avec l'orphelinat de Save. Donc il y a aussi une histoire du métissage où je pense que le terme Muzungu a pu être vécu comme quelque chose de douloureux pour certains métis. Et donc je pense que c'est aussi des paroles qui sont intéressantes à entendre, pour montrer aussi que à chaque métissage, en fonction de là où on est, de l'environnement social, de la ville, la campagne, etc., a une expérience
très différentes. Et puis, il y a aussi une autre dimension dont on n'a pas parlé, mais c'est la langue. Je pense que quand on est un métis qui parle, dont le Kinyarwanda est la seule langue ou la première langue, c'est très différent que pour moi où j'ai d'abord grandi dans le français et où je ne maîtrise pas le Kirundi ni le Kinyarwanda. Et donc ça me permet aussi d'avoir une forme de distance aussi, malgré moi, même si j'essaye de compenser tous les jours. Mais c'est-à-dire qu'il y a toute une dimension peut-être de la culture auquel je n'ai pas accès. Et qui me permet aussi peut-être de ne pas entendre des choses qu'il ne faudrait pas entendre. Voilà. Ouais. C'est intéressant parce qu'au final, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a autant d'expériences du métissage qu'il y a de personnes métisses. Oui, complètement. Ça, c'est vraiment central. Une dernière question. Est-ce que tu penses maintenant que tu es parvenu à habiter le monde comme une personne pleine et entière, non pas moitié-moitié, 50-50, et si oui, comment? Alors oui, je pense, parce que j'essaye plus d'avoir la validation des uns et des autres. Voilà. Moi, j'ai réglé le problème comme ça. Il n'y a pas de Rwandais type, il n'y a pas de Français type, il n'y a pas de race pure. On est tous des accidents de la vie. Voilà. Nos parents n'étaient pas censés se rencontrer, ils se sont rencontrés. On est là et on fait comme on peut avec ce qu'on a. Je me souviens, il y a quelques années, la diaspora rwandaise, il y avait des petites vidéos où on demandait c'est quoi être rwandais, et tout le monde essayait de définir sa rwandité. Et donc moi je peux affirmer aujourd'hui que oui, Rwanda en fait c'est très large, ça dépasse le Rwanda, ça dépasse les frontières et je crois même que c'est dans l'étymologie du mot Rwanda. Et donc on peut être aussi rwandais et pas parler le Kinyarwanda, je veux dire par accident de l'histoire, et ça nous enlève malgré tout pas le fait qu'on est attaché au pays, à ses valeurs, et on le porte en nous. Et donc pour moi aussi, c'est ça, c'est de me dire, oui, bien sûr que j'ai pas eu un parcours qui fait que je pourrais totalement me revendiquer de ce pays, mais c'est aussi ça pour moi, être rwandais, tout comme être français. C'est-à-dire, on voit bien que on a des politiques aujourd'hui en France qui vont nous dire que être français, c'est avoir des parents français depuis Clovis, et ça, c'est de la mythologie, ça n'existe pas, c'est du fantasme. Être français, c'est pour moi aussi, c'est plus vaste que la France. C'est un rapport à un pays, à sa langue, à sa culture, à tellement de choses. En fait, c'est tellement varié. Et donc, à partir de là, on se crée ses appartenances, en fait. Et dans l'appartenance, dans appartenir, il y a tenir. Et donc, on tient à des choses. Et moi, c'est comme ça, à partir du moment où je tiens à ces choses-là, qui me constituent, j'ai pas besoin d'un tel ou un tel pour me valider. Je le suis, les deux pieds bien ancrés. Et c'est ce que j'essaye aussi de transmettre à mes filles, qui ont une chance particulière, c'est que leurs deux parents sont métis. Donc à la maison, on a tous la même couleur de peau. Donc déjà, il y a plus ce trouble que moi j'avais quand j'étais petit. Et de leur dire, voilà, vous êtes 100% de tout ce qui vous constitue. On est 100% de tout. Merci beaucoup pour cette magnifique conclusion. Merci Gaël. Merci à toi.